Bonjour à tous. Le système de santé français a été caractérisé dans les années 2000 dans un célèbre rapport de l'OCDE comme le meilleur système de santé au monde. La crise du Covid, on l'a vu, a mis un peu en doute cette expression et en tout cas on a pu voir que d'autres pays, notamment des pays voisins comme l'Allemagne, faisaient mieux que nous face à l'épidémie. Alors, la crise du Covid, ou de la Covid, selon ce que vous préférez, a-t-elle fait sauter le système de santé français? Ou est-ce qu'au contraire, cette crise est un peu le wake-up call qui permet de le réorganiser, de le remettre à niveau? Voilà le débat que nous allons essayer d'avoir dans ce podcast, avec trois intervenants qui vont nous en parler. Je vais commencer par Josette Guéniot, qui est fondatrice de JOXA, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la santé. Bonjour. Olivier Babot, qui est le président de l'Institut Sapiens, avec qui la Tribune est associée et qui remet un rapport sécurisé et améliorer le système de santé français. Bonjour. Olivier. Et enfin Patrick Brottier, qui est le président du deuxième mutualiste français, le groupe Aesio. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, j'ai démarré un peu fort. Peut-être on va demander à Olivier de nous donner ce panorama. Est-ce que ce meilleur système de santé au monde, dont on se vante, mérite toujours ce qualificatif au regard de l'année qu'on vient de passer? Alors, vous savez, là, vous connaissez le dicton, hein, quand on se regarde, on s'inquiète, et quand on se compare, on se rassure. En matière de système de santé, je ne suis pas totalement certain que l'adage soit réel, parce qu'on est souvent extrêmement satisfait, hein, nous-mêmes. C'est les Américains qui disent aussi, vous savez, à la fin de leur procès, vous avez le meilleur système judiciaire au monde. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi parfois de se persuader? Donc c'est toujours bien d'aller se comparer un petit peu, hein, au risque, peut-être, non pas de se rassurer, mais un petit peu de s'inquiéter. Alors, nous avons dans notre rapport, que j'invite évidemment l'auditeur à aller lire, à aller parcourir, essayer de réaliser une comparaison objective des différents systèmes de santé en développant 5 critères agrégés. Parce que la question évidemment c'est comment vous comparez, c'est un peu comme pour les enseignants, c'est toujours compliqué de comparer les systèmes éducatifs, et les systèmes de santé c'est la même chose. Alors on a établi donc 5 critères agrégés. Les critères c'est la qualité des soins évidemment, la couverture des soins, l'accessibilité géographique, l'accessibilité financière, donc évidemment le coût, et la prévention. Donc voilà, 5 critères à partir desquels on a établi un classement des pays de l'OCDE. Et ce classement, il faut le dire, il n'est pas totalement à la gloire de la France, puisque nous ne sommes que 13e derrière des pays comme l'Espagne, l'Italie ou la Suède. Et donc il faut bien dire que nous ne sommes pas si bien placés que ça parmi les autres pays. Et un autre résultat, je trouve, qui est important de souligner, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre l'importance des dépenses de soins par rapport au PIB d'un pays et son classement. C'est-à-dire que ce serait un peu simple malheureusement, ce serait peut-être plus facile d'ailleurs quasiment, celui qui dépense le plus, qui a les meilleurs résultats. Donc c'est une question probablement d'organisation des soins, de construction du système de santé. Et ça c'est peut-être une bonne nouvelle parce que c'est quand même peut-être plus facile finalement d'agir sur l'organisation que sur les moyens dont on sait qu'ils sont quand même relativement contraints. Alors, les moyens limités, on y reviendra parce qu'aujourd'hui, c'est un peu open bar, mais évidemment, c'est la crise. Alors, peut-être simplement demander maintenant l'avis de Josette Guéniot, c'est-à-dire la crise du Covid ou de la Covid. Encore une fois, je n'y arriverai pas. Pourtant, je l'ai eu. Hein. Mais la crise, donc cette maladie, a-t-elle été un stress test pour notre système de santé? Et qu'est-ce qu'elle a révélé dans ce stress test comme faiblesse ou comme points qui finalement ont été résilients? Alors, oui, ça a été un stress test dans la mesure où finalement ça a été un révélateur, on va dire, pour le grand public de phénomènes que, entre guillemets, les experts connaissent pas mal, à savoir que notre système, vous le disiez, il est assez performant, mais il a un gros défaut, c'est qu'il est organisé en silos. Et alors, il y a plusieurs silos bien connus. Il y a le fameux silo médecine de ville, médecine hospitalière. Mais on a bien vu pendant la crise qu'on avait mis un moment à organiser la subsidiarité entre l'hôpital et la médecine de ville, puisque dans un premier temps, les gens se sont tous, comme d'habitude, comme ils faisaient avant, dans le monde d'avant, précipités à l'hôpital. Puis après, ça s'est lentement, et d'ailleurs pas mal, organisé pour que les gens, il y a un triage qui soit fait d'ailleurs à distance, via la téléconsultation, et que les gens se rendent à l'hôpital que quand ils en avaient véritablement besoin. Ça, c'est le premier silo. Le deuxième silo, où on a vu que là, je crois qu'on n'a pas encore trouvé la martingale, c'est le silo public-privé.
puisqu'on a bien vu qu'on transportait les gens à l'autre bout de la France par avion, par TGV, par tout ce qu'on veut, donc à grand renfort de moyens de dépenses, alors que des établissements de santé privés avaient des lits vides, s'étaient organisés pour recevoir des malades du Covid et attendaient gentiment que les hôpitaux veuillent bien leur donner des malades. Bon, ça, il y a encore des gros progrès à faire. Voilà, la loi dite Bachelot HPST avait essayé d'organiser une espèce d'osmose publique-privée. Voilà, les cartes ont été rebattues, on va dire, dans le mauvais sens par les lois de santé suivantes. Il y a eu une éclaircie avec la dernière, c'est-à-dire la loi Buzyn. Voilà, c'est toutes des dames. Mais il faut aller plus loin là-dessus. Le troisième silo, c'est le silo du financement. On est dans une espèce de paradoxe en France où on a, et c'était relevé dans le rapport, si j'ai bien lu, de l'Institut Sapiens, on est dans un financement dual, théoriquement superposé, sécurité sociale, assurance complémentaire, plus ou moins facultatif, ça dépend des gens en France maintenant, où finalement, on devrait, sur à peu près la quasi-totalité des soins, avoir ce financement à 2 étages. Mais en fait, au fur et à mesure de la législation de ces dernières années, et notamment des contraintes liées aux contrats responsables, on pourra y revenir, c'est-à-dire les contraintes qui pèsent sur les complémentaires santé, on est toujours dans un financement dual, mais en silo. C'est-à-dire qu'on a un financement des problèmes importants de santé par la sécurité sociale, et on voit très bien que ce qui accélère, alors c'est redit depuis des années dans les rapports de l'adresse, ce qui accélère les dépenses de santé payées par la sécurité sociale, c'est les ALD, les gens en affection de longue durée, donc les malades chroniques qui sont pris en charge à 100% du tarif de la sécurité sociale par la dite sécurité sociale. Et de l'autre côté, on a, au fur et à mesure de la législation, des complémentaires santé qui sont complètement de contrainte. Alors, le summum, c'est le 100% santé, hein, de prendre en charge les dépenses courantes de santé. C'est pas qu'il faut le faire, mais au bout d'un moment, il faut faire un choix. Et on a bien vu pendant cette crise sanitaire que les gens, même en cas de maladie infectieuse, qui payaient le plus lourd tribut et qui coûtaient le plus cher, voilà, et ben, ce sont les 10 personnes en ALD, les 10 malades chroniques, et que c'est ces gens-là dont il faut s'occuper en priorité. Et je crains fort que la sécurité sociale, aujourd'hui, elle finance 80% des dépenses. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Et si on ne repartage pas le financement de ces cas lourds entre complémentaire santé et sécurité sociale, et qu'on continue à faire gros risque d'un côté, petit risque de l'autre, eh ben on n'y arrive pas. Ça va exploser. Alors, Patrick... Brottier, Patrick Brottier, excusez-moi, vous êtes vous-même représentant des mutualistes, et donc on vient d'entendre effectivement ce problème du silo de financement, donc vous êtes au cœur de cette problématique. Si on regarde dans la trace de la Covid dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui vient d'être présenté, c'est 10 milliards, même 11 milliards si on prend le Ségur de la santé. Donc on a clairement là un effet massif, totalement effectivement exceptionnel. Le problème, c'est que la crise n'est pas terminée. Donc quand on voit ces chiffres-là et qu'on entend ce qui vient d'être dit, finalement, qu'est-ce que les mutualistes se disent sur la nécessaire réorganisation du système ? Moi, je peux que rebondir sur ce qui a été dit, évidemment, hein, les constats le manque d'articulation, peut-être les constats en silo qui sont... Parce que ce qui a été évoqué est vrai, entre la médecine de ville, l'hôpital, entre les financeurs, aussi, je pense, par rapport à la société de la longévité dans laquelle on est entré, et la prise en charge de la perte d'autonomie, le silo aussi du médico-social au regard du silo sanitaire, hein, avec une incommunicabilité qui existe, et même... sur les enjeux de prévention, on a fait un choix, nous par exemple en France, avec Stop Covid, d'une application centralisée d'État. Qui est un flop total. Oui, à l'évidence, en tout même cas... Même le Premier ministre avoue ne pas l'avoir. L'utilise pas. Et en plus, malheureusement, ça crée des conditions d'incommunicabilité avec les autres pays, du coup, qui va poser un problème de traçage
pour les personnes qui vont venir d'autres pays ou les Français qui iraient dans d'autres pays aussi. Donc ça, c'est sur la gestion spécifiquement de cette épidémie, mais de façon plus Mais globale. du coup, c'est un révélateur, je pense. était déjà en crise, finalement. Donc on est dans un système, effectivement, où il y a une incommunicabilité à dépasser, je pense, entre les acteurs du système et avec des implications nouvelles, en mettant aussi l'usager et le patient beaucoup plus au cœur des politiques, parce qu'on l'oublie tout le temps, on parle pour lui, il va falloir l'appliquer plus, surtout que maintenant il y a des leviers technologiques qui vont le permettre, et donc on aurait bien tort de ne pas le faire, ça me paraît la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que on est un pays qui a une très bonne capacité curative, on l'a quand même montré dans cette crise, même s'il y a eu effectivement des difficultés peut-être à prendre en charge dans l'articulation publique-privée au niveau le plus souhaitable et peut-être le plus économiquement atteignable parfois. On a vu qu'on avait une capacité de prise en charge et de soins qui était forte dans notre pays. C'est un atout. Par contre, le contrepoint, et je pense qu'Olivier Babot en parlera tout à l'heure, c'est que malheureusement, on n'a pas de culture de prévention ni de capacité forte en la matière et que du coup, ça vient malheureusement, quelque part, entamer notre capacité globale. Et là aussi, on l'a vu pendant la crise. Je parlais de Stop Covid. On sait aussi qu'il y a une énorme défiance à la vaccination, souvent avec les mêmes ressorts. Il y a une étude qui vient d'être faite qui montre d'ailleurs que la défiance envers l'État, c'est en gros le même ressort de défiance vis-à-vis de la vaccination. Et du coup, comment on arrive à dépasser... C'est plus que l'État, c'est même la science. Exactement. Et du coup, comment on arrive à dépasser... finalement, en créant des interactions plus positives. Pour rester sur les problématiques de l'équilibre du système tel que l'avait décrit Josette Guignot, et avoir votre avis donc, de mutualiste, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans le reste à charge zéro? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas finalement mis les gens dans une forme de bulle en disant la santé ne va rien vous coûter, alors que dans la réalité, quand même, un acteur qui n'est pas autour de la table dont on pourrait parler, c'est les pharmaciens qui ont été au cœur aussi de la crise sur la question des masques, mais également un certain nombre de médicaments. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est un peu pervers, c'est-à-dire qui ne responsabilise pas suffisamment peut-être chacun des acteurs, à commencer par les patients. Alors d'abord, je pense qu'il y a peu de nos concitoyens qui le savent, alors il y a beaucoup d'études qui le montrent année après année, et l'étude de l'Institut Sapiens le confirme. Le reste à charge en France est le plus bas de tous les pays de l'OCDE, et de loin, et de très loin. Et du coup, après, c'est vrai que ce qu'il faut interroger, c'est les situations... Ça nous rend irresponsables? Est-ce que psychologiquement, c'est quand même... Je ne dirais pas ça, mais en tout cas, ça amène quand même... Il va falloir qu'on s'interroge sur où sont les priorités. Il y a des restes à charge qui peuvent être beaucoup plus élevés pour les malades chroniques, surtout qui ont souvent des polypathologies, donc des soins associés. On va dire, finalement, ils se retrouvent dans des situations où cumuler le reste à charge peut être très élevé et très pénalisant pour eux. Et c'est, je pense, un enjeu aujourd'hui de santé publique dans notre pays et d'une certaine manière d'équité aussi. C'est pas logique de laisser cette situation en l'état. Et du coup, comme le disait tout à l'heure Madame, il va falloir interroger les priorités demain sur lesquelles il faut se mobiliser au niveau de l'assurance maladie obligatoire et au niveau de l'assurance maladie complémentaire. Comment on y associe des capacités de prévention beaucoup plus en interaction que ce qui peut exister aujourd'hui, et comment on replace l'usager, parce qu'il y a quand même une révolution planétaire qui est en train de se faire, il faut qu'on en ait tous bien conscience. Avec nos téléphones demain, on va pouvoir avoir des outils de prévention et d'accompagnement personnalisés qui vont transcender les systèmes domestiques. Où on inscrit ça finalement aussi dans nos stratégies à nous, celles de notre pays et peut-être de l'Europe. C'est pas un gros mot de penser qu'il y a des enjeux qui doivent être portés à l'échelon européen. Et du coup, on peut imaginer avoir beaucoup plus d'efficacité à moyen terme sur ces enjeux et donc progresser sur les indicateurs sur lesquels on voit bien qu'on a des marges de progrès. Et peut-être aussi réinterroger finalement les priorités de remboursement, qu'est-ce qu'on doit finalement apporter à la population en premier lieu, et comment on peut après aussi finalement les accompagner dans les dimensions conseil, accompagnement, au-delà même de la stricte dépense. Je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir considérablement progresser, et l'étude Sapiens le montre ô combien. Olivier Babot, que dit l'économie? C'est-à-dire, ce qui est très particulier dans notre système, c'est qu'il a les avantages de la liberté, c'est un système qui est libéral, et en même temps les désavantages d'une très forte centralisation, et avec effectivement des choix qui ne sont pas forcément faciles en termes de gestion, de répartition des dépenses. Et est-ce qu'on peut réformer un tel système sans faire exploser, évidemment, politiquement et socialement le pays? On sait qu'il y a deux sujets qui mettent les gens dans la rue, c'est les retraites et c'est la santé.
Ah, ce sont les questions difficiles, parce qu'en effet, il y a une inertie qui est extrêmement forte. Je pensais en écoutant Patrick, vous savez, la phrase de Nietzsche qui dit ce qui a un prix n'a pas de valeur. Or, la santé a tellement de valeur qu'on a voulu qu'elle n'ait pas de prix. Or, elle a quand même un coût. Et on a cassé, pardon de parler en économiste, on a cassé le signal prix de la santé. Alors, c'est formidable et on se félicite tous d'avoir évidemment un système de santé qui ne discrimine pas les gens en fonction de leur capacité à payer. Je crois que c'est quelque chose auquel on est tous attachés ici en France. Il faut que ça continue. Il faut qu'on s'en donne les moyens. Mais en cassant le signal prix, on a aussi créé des incitations, peut-être des abus, qui sont un petit peu évidemment problématiques. La deuxième chose, c'est, comme l'a dit Patrick, qu'on a un système, c'est un peu le problème d'ailleurs de la médecine occidentale de façon générale, qui est orienté vers le curatif et non pas vers le préventif et l'accompagnement tout au long de la vie dans pour dire la gestion de son capital santé. Et c'est précisément là aussi que notre étude apporte, je crois, un éclairage intéressant, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas un très très bon élève, mais souvent un très très bon élève, parfois il a une matière qui lui fait plonger sa moyenne. Et ben c'est exactement la même chose. Nous, on a une matière qui fait plonger notre moyenne, c'est la prévention. On est très mauvais en prévention, et d'ailleurs, on investit peu d'argent dans la prévention. Quand on regarde les dépenses de soins préventifs en pourcentage des dépenses courantes de santé, on est quasiment les derniers parmi tous les pays qu'on a comparés. C'est quand même un petit peu dommage de ne pas prendre en compte le fait que, très souvent, une bonne prévention, c'est beaucoup de soins empêchés, c'est une qualité de vie qui est améliorée. Et donc, réorienter notre système vers une plus grande prévention et donc investir dedans, c'est un investissement qui est éminemment gagnant. De la même façon qu'il y a un multiplicateur keynésien, dont on peut discuter d'ailleurs, mais de la dépense publique, il y a un multiplicateur en termes de dépenses et de qualité de la vie et de dépenses de santé épargnées qui est extraordinaire. D'autant plus, comme Patrick l'a souligné, qu'on va vers la fameuse médecine des 4P, qui est préventive, prédictive, personnalisée et participative. Et pour tout ça, il va falloir des technologies, mais il faut qu'on réoriente notre système de santé autour de cette prévention qui est aujourd'hui le parent pauvre. Et c'est là que ça nous mène évidemment aux questions d'inertie organisationnelle. Exactement comme l'éducation nationale, c'est un très gros bateau, c'est un très gros navire avec une ère, avec une inertie qui est énorme. Mais on a peur de changer quelque chose qui ferait qu'à un moment donné, ça ne marcherait plus, on n'arriverait pas à... Mais est-ce que justement la crise, alors peut-être en demandant ça à Josette Guignot, n'a pas démontré que le Covid a finalement sauvé quelque part l'organisation du système, parce qu'elle a démontré que la centralisation extrême tuer des gens, je vais être un peu brutal. Et que, en fait, ce qui a permis de sauver des gens dans les hôpitaux, face à une crise évidemment totalement inédite, c'est qu'ils se sont organisés eux-mêmes. Ils ont fait de la place, ils ont poussé les murs. Bon, bien sûr, tout le système industriel est allé leur fournir des masques, des respirateurs, tout ce qui était nécessaire, qui manquait au fur et à mesure. Donc, est-ce qu'il ne faut pas se dire, finalement, il faudrait donner plus de pouvoir décentralisé, plus de pouvoir aux vrais acteurs de terrain, je pense notamment là à l'hôpital. Et ce, à un moment où une deuxième vague, peut-être, semblerait sur le point d'arriver, où les mêmes causes produisant les mêmes effets, et simplement ça pourrait durer un peu plus longtemps, si ça dure tout l'hiver. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas une forme de résilience et d'espoir dans la capacité du système à se réorganiser lui-même, plutôt que d'attendre que ça vienne d'en haut, encore une fois ? Le sujet de l'organisation territoriale ou même des hôpitaux même, de la gouvernance des hôpitaux, du pouvoir dans les hôpitaux. On voit bien quand même que c'est la prise du pouvoir par les infirmières et les médecins qui a permis de dire aux gens des ARS, bon, vous êtes gentils, mais on sait faire. Enfin, il me semble que c'est un peu ça qui s'est passé. Oui. Alors, c'est sûr qu'en France, on n'a pas réussi à faire notre révolution même si les ARS existent, si les agences régionales de santé existent, on n'a pas réussi à faire notre révolution de la décentralisation, de la décision et de l'organisation au niveau territorial. Alors, il y a eu des avancées, il y a eu ces fameuses ARS, il y a eu les groupements hospitaliers de territoire qui se mettent quand même progressivement en place en organisant autour d'un établissement dit pivot, c'est-à-dire central, qui est souvent un centre hospitalier universitaire, un gros hôpital, pour organiser quelque chose qui est, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, qui est vraiment un gros défaut de notre système, au-delà de tout ce qui a été dit. C'est qu'en France, on ne veut pas reconnaître qu'il faut organiser la subsidiarité pour être efficient. Alors, c'est quoi la subsidiarité ? C'est tout ce qui peut être fait par quelqu'un qui n'a pas le niveau maximum de diplôme, qui n'est pas payé au plus cher, ou un établissement qui n'a pas les meilleurs moyens technologiques, etc., doit être fait à proximité des gens.
Et la question de l'organisation territoriale des choses, elle est centrale et il faut la regarder avec un prisme de comment j'organise la subsidiarité, c'est-à-dire quels moyens je mets au plus proche, mais du coup pas forcément le plus coûteux des gens pour au maximum soigner des pathologies où on n'a pas besoin de moyens extraordinaires, le plus vite, le plus proche des gens, pour que ça leur soit géographiquement, on va dire même psychiquement accessible. Et ça, on n'est vraiment pas bon du tout là-dessus en France. Alors qu'on sait faire, parce que, comme vous le disiez, à la crise, les gens, ils se sont organisés comme ça. Tout ce qui peut être fait par des infirmières, même par des kinés, par des pharmaciens, voilà. Alors, il y a un espoir, parce que ça a, par exemple, beaucoup développé les activités de télésoins. C'est-à-dire, tout ce qui peut être fait à distance par des non-médecins va être de plus en plus fait à distance par des non-médecins. On parle beaucoup de l'arrivée de la 5G, avec une polémique sur... franco-française, la polémique, entre nous. Hein. Sur les Amish qui seraient contre et qui seraient pour le retour à la lampe à huile. Mais bon, plus sérieusement, l'arrivée de la 5G peut être une technologie qui accélère cette tendance qui a déjà commencé avec la 4G, qui est la télémédecine. On a vu d'ailleurs certains bénéfices de la télémédecine pendant la crise du Covid. Mais bon, avec la 5G, ça pourrait être décuplé. Qu'est-ce qu'on peut avoir, l'un et l'autre, Patrick et Olivier, comme espoir, et à quel horizon on pourrait espérer avoir vraiment des parcours, notamment de prévention, enfin d'information, de prévention, et si nécessaire de suivi de patients, notamment en ALD, grâce à la télémédecine? Je pense, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit précédemment, qu'il y a des pays dont on peut s'inspirer au moins pour partie. On a parlé de l'Espagne. Il y a une organisation régionale des soins en Espagne qui est très efficace, avec beaucoup de délégations de tâches, d'éléments de coordination qui sont très intéressants, parce qu'ils sont allés beaucoup plus loin que nous en la matière. Même si en Espagne, les restes à charge sont 3 fois plus élevés qu'en France, par contre. C'est peut-être pas de ça dont il faut s'inspirer. Mais sur l'organisation des soins, l'accessibilité et la logique de proximité pour essayer de le promouvoir, c'est intéressant. Et de la même façon, c'est paradoxal. Les mutuelles, par exemple, on avait les complémentaires au sens large et les mutuelles en particulier, on a mis en place on a passé des accords avec des plateaux de télémédecine depuis plusieurs années, en fait, tout simplement parce que la population que nous protégeons, passer 18 heures ou le week-end, lorsqu'elle avait besoin d'accéder ou à un médecin traitant ou à son médecin traitant ou à un spécialiste, avait des difficultés à le faire. Et du coup, finalement, ça a été un moyen d'apporter une réponse qui est vraiment montée en puissance là, du coup, pendant la crise, mais aussi où finalement, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait absolument pas d'aller capter une partie de la patientèle au détriment de ce que la médecine pouvait faire aujourd'hui. C'était apporter une capacité supplémentaire pour éviter que les gens aillent tous aux urgences. S'ils avaient en fait pas lieu d'y aller, ça coûte très cher. Et en plus, honnêtement, c'est pas une façon raisonnable de concevoir le système. Là, on vient de voir que justement avec ces outils, avec ces modalités, on peut concevoir une nouvelle articulation avec un accès à la télémédecine, aux télésoins, qui est tout à fait sensé, qui vient absolument pas confisquer une partie de l'accès physique aux soins, puisque c'est souvent quand il n'existe pas qu'on est amené à le faire, et on l'a montré pendant la pandémie. Et je pense que c'est ces 2 leviers, l'organisation territoriale, la délégation de tâches, l'organisation groupée aussi entre professionnels de santé, qui permet finalement de refonder une capacité de prise en charge intéressante. Et puis la télémédecine qui viendra en appui, non pas en substitution de l'offre. Donc en fait, c'est une révolution culturelle, y compris chez les médecins de ville, etc. Pour être très concret, prendre cette phrase très connue, 50% de les dépenses de santé sont concentrées pendant les 2 dernières années de vie. Donc il suffirait de supprimer les 2 dernières années de vie. L'âge de cristal. C'est une phrase un peu malheureuse, hein, je m'en excuse. Mais elle est parlante, parce que c'est quoi dans ces dépenses de santé? C'est en fait beaucoup de la désorganisation du système. Aujourd'hui, avec la télémédecine, vous pouvez avoir un monitoring à domicile. Les gens, ils veulent majoritairement, je pense, personnes âgées. On a tous certainement un cas en tête dans notre famille. Elles ont envie de rester à domicile autant que possible, éviter de se retrouver. L'hôpital, c'est pas très sympathique et rigolo. Les maisons médicalisées, bon, quand on n'a pas le choix, bien sûr, mais tant qu'on peut rester à la maison. Et donc, avec ces nouvelles solutions, on peut éviter des taxis pour faire des transferts inutiles. On peut éviter des temps d'utilisation de lits d'hôpitaux. Donc, Olivier, est-ce que c'est un sujet d'éducation, en fait, là, de passage, comprendre que le progrès technologique peut permettre réellement de faire des économies, on pourrait même les chiffrer, très, très probablement.
Et très certainement, et c'est le grand espoir qu'on a autour de la 5G, il faut vraiment le dire puissamment. La 5G, c'est pas seulement la 4G plus puissante, hein, c'est fondamentalement ce qui va pouvoir débloquer aussi l'Internet des objets. Et l'Internet des objets, c'est ce qui va permettre de connecter, évidemment, tous ces appareils qui vont permettre notamment le maintien à domicile. Et même si on ne parle pas des personnes dépendantes ou des personnes âgées ou en train de devenir plus âgées et moins alertes, nous tous, c'est une santé qui va pouvoir être monitorée, qui va pouvoir... On pourrait prendre... ça ne doit pas choquer, mais c'est comme aujourd'hui, les constructeurs ont des capteurs dans les moteurs des voitures, ils peuvent vous dire à l'avance, avant que ça arrive, je crois qu'on est tous contents, le problème et dire on a déjà réservé une place de garage, et donc parce que là, il y a quelque chose, il y a une faiblesse qui apparaît. Je crois qu'on a tous besoin de ça pour éviter un problème de cœur, des choses comme ça. Donc un monitoring, évidemment dans le cadre du respect de la confidentialité, il y a des questions effectivement sur les données qui se posent, mais un monitoring qui va permettre l'encadrement de la santé et l'accompagnement afin de prévenir plutôt que guérir. C'est ce vieil adage, mais qu'on va enfin en avoir les moyens technologiques extrêmement précis. Voilà. Donc il faut les mettre en œuvre. Une des craintes, alors, vous l'avez cité, c'est cette question de la data de santé, des données de santé. Donc on est en train de créer un fameux Health Data Hub. Je ne sais pas pourquoi on emploie le mot anglais d'ailleurs. Et d'ailleurs, la meilleure preuve qu'on emploie le mot anglais, c'est qu'on l'a donné à Microsoft. Comme ça, c'est plus simple. On avait une solution française potentielle, on ne l'a pas utilisée. Donc ça fait polémique et à juste titre, parce que finalement, la France est riche aussi de ces données de santé. Pour rattraper peut-être son retard dans le domaine du numérique, on a un système qui permettrait effectivement d'avoir un monitoring beaucoup plus précis. Et du coup, de le mettre au service de la qualité, d'ailleurs, des soins qui sont apportés. On a déjà des capacités. Moi, je veux citer des choses que je connais bien. À la ville de Saint-Étienne, on a mis en place donc un nouveau concept basé sur l'objectivation des besoins des résidents en EHPAD, avec le but demain de créer un lien entre les établissements et le domicile pour permettre à vous et moi, parce que dans nos projections de vie, on veut rester chez nous le plus longtemps possible, si possible en bonne santé. Et du coup, comment on peut refonder un modèle qui, lorsque les personnes sont en situation de perte d'autonomie, permet un accompagnement avec de la technologie. On a fait un partenariat avec l'École des Mines et avec la Cité du Design à Saint-Étienne dans la conception même de l'établissement, avec un jumeau numérique du résident qui permet de projeter, si vous voulez, d'avoir des éléments prédictifs de son risque et du coup d'accompagner l'évolution de sa situation, avec des capteurs non intrusifs et évidemment dans un cadre éthique pour la personne, mais aussi pour sécuriser la situation des personnes qui sont déjà en perte d'autonomie. Et donc finalement à refonder tout un modèle de prise en charge qui demain va investir le domicile, parce que le but il est là, c'est de permettre à chacun en vieillissant d'avoir des outils, des leviers pour pouvoir rester chez soi, essayer de conserver son capital autonomie le plus longtemps possible et quand c'est pas possible, être pris en charge en établissement, dans des établissements d'abord à figure humaine, où on prend l'individu hautement en considération et avec des modalités technologiques et de qualité de vie qui font que ça peut être tout à fait projetable de vivre dans des établissements dans des conditions différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui, avec aussi un modèle économique qui reste atteignable, parce que ça aussi c'est important, même si sur la question du financement de l'autonomie, il faudra sans doute aussi se poser des questions, on sait que ça fait partie des débats qui sont en gestation. Absolument, mais Josette Guignot, c'est peut-être le point, on peut peut-être conclure aussi sur ces questions-là, c'est finalement le point encore aujourd'hui aveugle de notre système, c'est qu'on n'a pas créé ce fameux 5e risque, on en parle depuis des années, on l'a pas créé parce que ça coûte des sous, hein, c'est essentiellement ça coûte même très cher, on le sait, et c'est une dépense exponentielle, parce que la population va vieillir et qu'on va avoir, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, mais on va avoir pour la première fois, sauf si le Covid vient arrêter tout ça, la cohabitation de 4 générations à peu près en même temps. Donc comment est-ce qu'on peut éviter l'implosion financière du système? Ça veut dire qu'il va falloir partager peut-être différemment son financement. D'ailleurs, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit là, sur l'importance de l'éclosion de la e-santé et de la télémédecine. Alors, les moyens technologiques sont là. Ça y est, on a pris la bonne décision et l'Institut Sapiens n'y est pas pour rien. Le sujet qui se pose quand même, c'est comment on va financer ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde, par exemple, le sujet de la télésurveillance, c'est-à-dire le sujet du suivi des indicateurs d'un malade chronique, par exemple, pour éviter qu'il y ait une dégradation de son état, et puis alerter et agir
au bon moment pour éviter une aggravation, un séjour à l'hôpital, etc. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas de financement de ça. Alors, il y a ce financement est, comment on va dire, défini. Il est même inscrit dans les deux dernières lois de financement de la sécurité sociale. Je n'ai pas eu le temps de regarder pour 2021. Mais en tout cas, il n'y en a qu'un seul qui est mis en place, c'est sur les insuffisants rénaux chroniques. Et c'est un système forfaitaire. Et aujourd'hui, quand on regarde ce système forfaitaire, une fois de plus, l'assurance maladie dit, moi, je vais prendre ce forfait à 100%. Donc, je vais organiser le suivi de ces insuffisants rénaux chroniques, là, puisque c'est le seul exemple concret qui existe. Et c'est l'hôpital qui va organiser le suivi à la maison de ces gens-là. Et on va le prendre en charge à 100%. Mais ça, ce n'est pas viable à terme. On ne va pas pouvoir créer comme ça je ne sais combien de forfaits pour toutes les maladies chroniques, tous les cas, etc. Et faire supporter ça à notre sécurité sociale, ce n'est pas tenable. Aujourd'hui, ce sont bien les gens en infection de longue durée qui, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est bien, mais le problème, c'est que les armes ne montent pas jusqu'au ciel, qui, en fait... porte l'accélération de la dépense de la sécurité sociale dans la totalité des dépenses de santé. Et c'est là-dessus qu'on doit redéfinir le partage entre ce que prend en charge la sécurité sociale et ce que prennent en charge les complémentaires santé. Pourquoi les éliminer dès le départ de la prise en charge du suivi des malades chroniques? Et ça n'a pas beaucoup de sens. Notamment, et je partage tout à fait l'avis de l'Institut Sapiens et de Patrick Breutier là-dessus, notamment si on veut créer en effet les conditions financières d'une meilleure prise en charge de la prévention et intéresser les complémentaires santé à la prise en charge de la prévention. Est-ce que le débat n'est pas essentiellement politique? C'est-à-dire on parle d'une forme de privatisation de la santé oui. Chez certains syndicalistes, chez certains hommes politiques. C'est un débat politique. Oui, c'est un débat politique, mais finalement qui ne rend pas service à terme. Comme le débat sur les fonds de pension et la retraite. Voilà, ça fait des années qu'on en parle, puis à la fin, on finit par créer les fonds de pension. Olivier, il va dire un mot, mais je vous laisse terminer. Peut-être, oui, c'est un débat politique, mais je pense que nos décideurs ne se rendent pas compte qu'avec l'idéologie, finalement, on ne rend pas service aux citoyens. Et que la non-décision crée encore plus de problèmes, finalement. Parce que, en fait, alors, c'est dommage que la dernière étude de l'adresse qui montre que les restes à charge sont plus élevés chez les gens qui sont très malades que moins élevés chez les gens qui ont qui sont bien portants et qui ont des dépenses courantes, elle date que de 2011. Et je pense que le phénomène s'est aggravé depuis 2011, mais ils n'ont pas refait le calcul. En 2011, que disait la Grèce? Elle dit « sécurité sociale plus complémentaire santé ». Quand vous êtes bien portant et que vous allez de temps en temps chez le médecin, chez le dentiste, enfin, comme tout le monde, eh bien, sécurité sociale plus complémentaire santé vous rembourse 82% de vos dépenses. Formidable, oui. Sauf que quand vous êtes en affection de longue durée et que vous avez les dépenses les plus élevées, ce taux tombe à 59%. Il y a un truc qui ne va pas. C'est le paradoxe de notre système. Voilà. Et ça vient du fait que de plus en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout au long des années, on a forcé, mais vraiment forcé, sous peine de taxes, sous peine que les entreprises puissent plus déduire leurs cotisations de complémentaires santé pour leurs salariés, on force les complémentaires santé de plus en plus à prendre en charge la bobologie du quotidien. C'est bien, sauf qu'on ne peut plus tout payer. Donc, est-ce qu'il ne faut pas devenir raisonnable, moins prendre en charge... Séparer les risques, les petits risques, les petits risques, moins remboursés, voire plus remboursés. Voilà, mais par contre, pas laisser des restes à charge énormes. Enfin, il y avait une étude il y a 1 an et demi de l'association... France Association Santé, qui montrait que le non remboursable, pour les gens très malades, ça représente plus de 1 000 € par an. Mais ce que vous êtes en train de dire, alors pardonnez-moi, c'est terrible, mais c'est ce que disait Denis Kessler à la Fédération française des sociétés d'assurance. À l'époque, donc, où il avait dit il faut arrêter de rembourser les petits rhumes, mais traiter les maladies chroniques. Et là, on avait accusé à l'époque les assureurs, bien sûr, de vouloir s'emparer de ce marché des petits risques, d'une part, et de vouloir également se débarrasser des grands risques sur l'État. Donc, on voit bien que c'est une question, c'est un peu comme les fonds de pension.
Olivier, c'est une question principalement de choix politique. Oui, on pourrait dire, choix de société disons-le aussi d'idéologie. Vous savez, la définition d'idéologie, c'est ce qu'ils pensent à votre place. Ouais. Et donc la France est malheureusement percluse de beaucoup de choses, beaucoup d'a priori sur la manière de fonctionner du système. Et malheureusement, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce serait, n'est-ce pas, la casse du service de santé, n'est-ce pas, si les gens commençaient à sentir un petit peu qu'il y a un coût derrière, qu'il y a quelque chose qui doit être pris en charge, alors qu'on voit bien que le système marche sur la tête. Donc, mais le coût, il n'est pas derrière, il est devant. Aujourd'hui, les retraites sont financées par de la dette. Oui, c'est ça. Et on refuse de faire la réforme des retraites. Il est devant, il est sous le tapis. Il est sous le tapis en réalité. Mais financé par de la dette. Aujourd'hui, une partie des retraites est financée par de l'endettement. Notamment la retraite des fonctionnaires. À ne commencer que par ça, puisqu'il y a un déficit public, je crois, qui existait avant le Covid. Oui. 2, les dépenses de santé. Je parlais de ce dérapage du déficit Covid, mais c'est vrai, on était presque à l'équilibre. On a un déficit Covid, il a été financé par la CADES. C'est ce mécanisme génial. On paye un impôt qui devait s'arrêter en 2024. Par la CRDS, donc on a créé un impôt. C'est un impôt. La CADES, il faut dire aux gens. C'est ce fameux CRDS, c'est 0,5% que vous payez sur tous vos revenus, qui a été décalé dans la fin, qui n'arrivera jamais probablement. Tous les impôts, a été décalé de 2024 à 2032 de mémoire à date, et vu que ça va compter 2033. 33, pardon, et ça va continuer. Enfin, évidemment, ce sont des. Donc, on fabrique de la dette aujourd'hui, Olivier. Avec nos vous auriez pu parler d'ailleurs de la dette hors bilan, c'est-à-dire les je restais déjà des sur fonctionnaires. Voilà. Parce que si on donc, alors, est-ce que le système est devenu quelque part intenable? C'est-à-dire le jour où les taux d'intérêt vont remonter, soit on augmentera les impôts, soit on ne pourra plus rembourser. Oui, la vérité, c'est ça qu'il faudrait dire. Non, c'est un risque, d'autant plus que si les gens nous prêtent aussi facilement, c'est parce qu'ils ont confiance dans le système fiscal français. Il faut quand même toujours le rappeler. C'est-à-dire dans la capacité, comme disait Colbert, à plumer mes lois sans trop la capacité à plumer mes lois sans crier. En France, elle atteint ses limites. Voilà, mais le problème, c'est qu'un jour, elle finit par crier. Si on regarde notre système de santé, donc nos points forts, c'est, on l'a dit, le reste à charge, en moyenne, qui est le plus faible, effectivement, parmi les autres pays. Des traitements du cancer qui sont extrêmement faibles, espérance de vie élevée, densité de lits qui est par rapport à nos voisins qui est très, très forte, et heureusement couverture vaccinale encore assez forte pourvu que ça dure, comme disait Laetitia, la mère de Napoléon. Voilà. En revanche, consommation d'antibiotiques élevée, problème vis-à-vis du tabac et de l'alcool, et en effet, reste à charge pour les soins de longue durée, paradoxalement, qui est fort, donc on marche un petit peu sur la tête. On pourrait détailler aussi d'autres problèmes comme les temps d'attente élevés chez les spécialistes. À partir de là, on a des gens qui nous expliquent « Ah là là, le 100% sécu, ce serait formidable ». Alors si on compare les différents systèmes de santé en fonction justement de leur degré, on pourrait dire, d'hybridation, et on se rend compte justement que ce sont les moins hybrides, les plus publics, qui fonctionnent le moins, alors que c'est ceux qui font partie, qui ont ces étages complémentaires, qui sont les plus vertueux. Donc essayons de temps en temps de regarder ailleurs et d'en apprendre quelque chose. Donc un système 100% sécu, nous on a calculé que ça coûterait 50 milliards d'euros par an aux finances publiques. On ne se rend pas compte que le système privé, c'est aussi des dépenses, un peu comme pour les concessions d'autoroute d'ailleurs, on ne se rend pas compte que ce sont des dépenses qui sont heureusement pas prises en charge par l'État, et l'État c'est nous. C'est pas moi comme disait Louis XIV, mais l'État c'est nous tous qui payons. Donc en effet il y a peut-être de la pédagogie et une décision politique courageuse à avoir derrière pour essayer de nous permettre de relever les défis qui sont liés à la modernisation, non seulement modernisation technologique, mais modernisation de la tuyauterie financière qui aujourd'hui, on l'a évoqué, pose problème du point de vue de la santé publique. Patrick Breutier, on l'a dit, donc la santé n'a pas de prix en période épidémique comme celle qu'on vit évidemment. On a même arrêté l'économie pendant quelques mois pour essayer de l'empêcher. En même temps, on s'aperçoit que cette épidémie, elle va durer au moins cet hiver. Donc la santé a un coût. Et est-ce qu'on n'est pas arrivé effectivement à un moment du système où la question de sa performance, qu'on a réussi à peu près à maintenir, parce que bon, le bilan de ce que vous avez dit, c'est jusqu'ici tout va pas si mal, mais est-ce qu'on n'est pas à un moment effectivement d'un risque de dégradation grave du système pour les générations futures si on ne résout pas ce qui vient un peu d'être décrit dans ce podcast, c'est-à-dire les contradictions aujourd'hui d'un système qui est peut-être manque sa cible finalement, qui est de traiter notamment les maladies les plus importantes et les personnes âgées. C'est évident, le vieillissement de la population et la corrélation avec la courbe des dépenses de santé nous amène à réinterroger finalement nos modalités d'organisation, de financement, et je pense que c'est maintenant. Je pense aussi qu'un des mérites de l'hybridation du système qui prévaut chez nous fait que
on a finalement des leviers d'implication des parties prenantes et in fine aussi d'implication de l'usager. Par contre, ça suppose une révolution culturelle. On en parle quand même rarement de le patient, l'usager. C'est une abstraction. En fait, c'est quand même, on fait tout aussi pour lui. Je pense que si on veut qu'il soit le plus responsable, le plus impliqué, il faut qu'on en fasse un acteur. Dans l'organisation même du système, on a vu que le tout État, la santé, elle est obligée aussi de fonctionner avec les acteurs privés, quelle que soit leur forme juridique, qu'ils soient dans le privé non lucratif ou le privé lucratif, et que le système ne peut fonctionner que comme ça. Demain, il faut réinterroger nos capacités au plus près du terrain. L'articulation territoriale va être une dimension énorme au niveau du système de santé, et j'ai la faiblesse de penser aussi au niveau du système économique tout court. On doit réinterroger finalement l'organisation de notre pays, ses articulations, sa communicabilité, les leviers de technologie aussi, parce qu'on a beaucoup dit on travaille en silo, mais à partir du moment où il y a une incommunicabilité des systèmes d'information, il n'y a pas les interfaces qui permettent de travailler facilement entre médecine de ville, hôpital, entre différents acteurs, on va continuer de garder, finalement, on risque de garder cet effet silo. Il nous faut donc travailler aux interfaces nécessaires dans les années qui viennent, avec toutes les évolutions technologiques qui sont à jour. Bref, on a un travail de refondation d'organisation, de réinterrogation des priorités de financement, et aussi, je pense, en essayant, pour éviter de faire pour, mais plutôt de faire avec, non seulement d'impliquer les communautés d'acteurs, mais de réfléchir toujours à la meilleure façon de mettre l'usager au cœur, le patient, l'usager, au cœur de ce qu'on va entreprendre pour lui, parce que finalement, si on réfléchit à sa place, on échouera aussi, on limitera les capacités, notamment de prévention. Il faut vraiment, avec les outils qui existent aujourd'hui, qu'on recorrèle ça à notre santé publique, nos priorités de santé publique, françaises et sans doute européennes, j'ai la faiblesse de le penser, nos capacités d'innovation, aussi de souveraineté française et européenne, et d'implication des acteurs et de l'usager. Voilà. Olivier Babot, on a quand même constaté, pour terminer sur la crise de la Covid, que certains pays s'en sont beaucoup mieux sortis que nous. Prendre la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Vietnam, même d'une certaine façon, très, très proche évidemment de la Chine. La Chine elle-même, aujourd'hui, semble tirer d'affaire, alors que le virus... L'Italie, maintenant. Voilà, l'Italie qui a effectivement été particulièrement meurtrie au printemps, semble avoir eu tellement peur que la population en a pris la mesure. En revanche, et l'Allemagne s'en sort pas mal aussi, même si ça remonte un peu. Mais, et après, vous regardez, l'Espagne, la France, en gros, et l'Angleterre sont des pays où il y a un vrai risque d'une crise épidémique endémique, structurelle, qui va se conjuguer avec d'autres problèmes de santé durant l'hiver. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon ? Qu'est-ce que c'est nous qui avons mal fait quelque chose ? Est-ce que c'est notre population ? Est-ce que c'est un problème de pédagogie ? Je ne sais pas si vous connaissez cette formule qui est assez éclairante. C'est la première vague du Covid a été causée par un pangolin, la deuxième vague est causée par des blaireaux. Extraordinaire. Oui. Ça vous parle ? C'est une belle phrase, je découvre, mais c'est effectivement peut-être une bonne façon de voir les choses. Il y a beaucoup de paramètres dans ce qui fait la dangerosité ou la force d'une épidémie dans un pays, on voit très bien. Donc, c'est évidemment pas seulement la dépense, c'est pas seulement nécessairement les décisions gouvernementales, il y a une part de chance aussi, il y a une part de façon dont vous êtes relié au monde et qui fait que vous avez été touché plus rapidement. C'est peut-être aussi l'éducation et la culture de la population, la confiance dans les dirigeants, dans la parole des dirigeants. On voit bien que c'est les pays où ça ne marche pas, c'est des pays où il y a une contestation. On voit bien la France, l'Angleterre, l'Amérique de Trump. Les gens, dans l'Amérique de Trump, ils disent je ne mettrai pas de masque parce que c'est mon droit. Alors, en effet, en France, il y a un peu ça qui commence à venir aussi. Il y a une part d'autodiscipline et il y a une part de ce drame absolu qui est, on en a un peu parlé, la croissance de la contestation du pouvoir, de la contestation anti-élite, mais aussi des croyances complotistes et de la méfiance envers tout ce qu'on peut vous imposer ou vous proposer. Et c'est dramatique qu'aujourd'hui, le masque ou que les mesures barrières ou que le Covid soit même interprété comme une façon pour un pouvoir dont on se méfie de
d'imposer des choses à la population. Je ne sais pas si ça a une part très forte dans la résurgence de l'épidémie chez nous. C'est peut-être pas impossible. En tout cas, c'est une autodiscipline qu'on n'a peut-être pas su avoir. Alors, est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que c'est les moins jeunes? Est-ce que c'est certains endroits plutôt que d'autres? Je sais pas. En Nouvelle-Zélande, il n'y a plus un cas. Peut-être que l'histoire le dira. Actuellement. Oui, alors c'est vrai que les pays qui sont... C'est une île, d'accord. Voilà, c'est ça. Les pays qui sont isolés au sens littéral du terme, c'est plus facile. Nous, on est un pays avec forcément beaucoup de passages, avec beaucoup de gens, beaucoup de brassages. C'est aussi parfois notre force. Certains disent c'est parce que c'est un pays dirigé par une femme. C'est peut-être une raison. Il y a énormément de paramètres. Comme l'Allemagne. Peut-être qu'on n'a pas eu aussi, on n'a pas eu assez tôt les masques, on n'y a pas cru, on n'a pas voulu y croire. On a fait un petit peu comme le renard de la fable, on a dit que les raisins étaient trop verts. Donc non, les masques, c'est bon pour des goujats, mais en réalité, on aurait bien voulu, si on les avait vus, on les aurait mis. Peut-être que si on les avait mis depuis le départ, ça aurait changé la donne. Quand on les a eus, on les a plus mis. En tout cas, il ne faut pas pleurer sur le lait renversé, mais c'est vrai, essayer de dire avec force, essayer de combattre avec force ce complotisme qui non seulement est un très grand danger politique, mais on le voit à la faveur de l'épidémie qui devient un danger sanitaire. On risque de le voir revenir, on peut peut-être terminer aussi là-dessus, sur le mouvement anti-vaccin, c'est-à-dire qu'un système de santé qui fonctionne bien, il est en interaction aussi avec la confiance de la population dans les personnels médicaux. Donc on va peut-être, espérons-le, avoir un vaccin contre le Covid. Il va falloir vacciner au moins 70% de la population, sinon ça ne servira à rien. Alors ça tombe bien, c'est une plaisanterie. Il n'y a que 26% des gens qui vont refuser de se faire vacciner. Ouf, on a atteint les 70. Non, c'est une plaisanterie parce que c'est 26%, c'est le taux des gens qui sont anti-vax. Avec tout ce qu'on a dit sur, on va dire, tout l'argent qui est mis... je crois qu'on est, je parle sous votre contrôle, on est le deuxième pays derrière les États-Unis en termes de pourcentage du PIB consacré aux dépenses de santé. Et quand on voit que 26% des Français vont refuser de se faire vacciner contre la Covid-19 quand le vaccin sera là, c'est un peu... Ça en dit long, c'est dramatique. Ah oui, au sens grec du terme. Oui. C'est la tragédie absolue. C'est même plutôt tragique. Oui, c'est la tragédie absolue. Alors, cette histoire de vaccination, d'abord, je voudrais saluer, puisque ça a été annoncé hier, l'initiative d'Aesio, puisque Patrick Brutier est là pour la prise en charge chez tous leurs assurés de la vaccination antigrippale. Il se trouve que j'ai fait le même métier que vous il y a assez longtemps et que j'ai été aussi précurseur pour mes propres assurés à l'époque de prise en charge de ce vaccin. Voilà, c'est concrètement... organiser intelligemment le rôle entre la sécurité sociale, qui va prendre en charge le vaccin dans certains cas de figure, et notamment chez les personnes âgées ou les personnes à risque, ces fameuses ALD, c'est toujours les mêmes, les infections de longue durée, et puis la complémentaire santé pour ces assurés. Voilà, réorganisons comme ça pour tout ce qui est important, et la vaccination est une chose essentielle, la vaccination antigrippale. La grippe, ça fait 30 000 morts aussi, il faut s'en souvenir. 15 à 30 000, ça dépend des années. Ça dépend des années, mais ça peut faire 30 000 morts. Chaque année, quasiment. Voilà, ça peut faire 30 000. Il paraît que la combinaison grippe plus Covid, c'est pas bon. Et ça fait aussi beaucoup d'hospitalisations et de gens qui vont en réanimation. C'est le problème des lits, sans compter toutes les opérations, les gens qui doivent se faire opérer d'un cancer. Donc voilà. Donc en fait, le meilleur moyen de résoudre et de régler notre problème de système de santé, c'est de rester en bonne santé. Ça sera donc le mot de la fin. Restez en bonne santé, prenez soin de vous et merci de nous avoir écoutés. Merci à vous trois pour ce débat. Merci.